Bonjour. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview reconversion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Agathe, qui est coach de vie et qui va nous parler effectivement un petit peu de son parcours. Alors, peut-être, Agathe, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu qui tu es et quel est ton parcours professionnel jusqu'à maintenant? Hello, du coup, merci Marina de donner l'occasion de parler un peu de tout ce parcours professionnel. Euh, je suis arrivée là après de multiples péripéties, on va dire ça comme ça. Euh, j'ai commencé en rêvant d'être médecin un jour et voilà, je me suis lancée dans mes études de médecine parce que j'avais toujours dit que je ferais ça dans ma vie. Euh, j'ai pas réussi, comme il paraît un grand nombre d'étudiants en médecine. Du coup, après, je me suis un peu cherchée dans mes études. J'ai fait une licence de lettres, une licence de psycho. Euh, et après, j'ai fait un master en communication politique. Et je me suis arrêtée là en, du coup, me focalisant sur la partie communication. À l'époque, c'est ce qui me paraissait être un moyen détourné de me mettre au service des gens en participant à cette vie politique. Euh, du coup, j'ai commencé par travailler du coup au Parlement une première fois. Je m'y suis pas sentie moi à l'aise et épanouie, donc j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie en voyage pendant un an. J'ai fait une mission humanitaire et ensuite vraiment voyager, road trip. Donc hyper épanouissant et surtout très propice à l'introspection, à se poser plein de questions, à voir ce qu'on veut faire, comment, pourquoi, qu'est-ce qui vraiment nous anime. Donc ça m'a vraiment porté ce voyage. Et en rentrant, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas encore essayé la communication dans le milieu plus privé, entre guillemets, dans les agences, dans les... Bon, j'en avais pas de très bons échos, mais je me suis dit qu'il fallait que j'aille me faire ma propre expérience pour savoir ce que ça pouvait donner. Donc, je suis rentrée en agence de com et en me spécialisant plutôt sur le digital à ce moment-là. C'était une nouvelle corde à mon arc, je ne connaissais pas du tout, donc j'ai un peu appris sur le tas. Et j'ai aussi découvert le monde de l'agence de com, qui n'est pas hyper reluisant, pas hyper joyeux et très, très tourné sur le burn-out. Donc, même si moi, personnellement, je ne l'ai pas été parce que je dirais que j'ai quand même dans mes forces d'être capable de partir avant que ça ne tourne mal, j'en ai vu beaucoup autour de moi et le nombre de démissions et de turnover dans ce genre d'agence est assez représentatif. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques encore. Je suis partie. Alors là, pour le coup, en démission totale, j'avais rien. Je savais pas où j'allais, je savais pas ce que je voulais faire et c'était en plein dans le Covid, donc c'était pas de bol. J'avais fait une rupture conventionnelle que j'avais négociée plusieurs mois avant et en fait, la date de fin s'est trouvée en plein confinement. Donc, bon, c'était pas du tout calculé cette histoire-là. Euh, à ce moment-là, il y a l'idée du coaching qui va germer un peu dans mon esprit. En fait, j'ai été mis en contact avec quelqu'un qui finissait ses études de coaching et qui cherchait des cobayes pour finir sa certification. Et du coup, j'ai commencé à être le cobaye. Après, avec le confinement, tout ça, ça s'est pas terminé. Mais toujours est-il que ça avait planté l'idée que le métier de coach existait. Mm. Euh, et du coup, ça me va un peu mis la puce à l'oreille. Ma licence de psycho est revenue un peu en force en disant, eh, dis donc, on voulait pas s'occuper des gens un peu dans la vie. Ce serait peut-être intéressant de revenir à tout ça. Donc voilà, ça a commencé dans un petit coin de ma tête. Après, confinement aidant, on se dit, il faut pas partir tout de suite dans n'importe quoi. Si on était plus raisonnable que ça, on est vite rattrapé par nos croyances que on ne peut pas tout faire quand on veut. Donc, je me suis plutôt focalisée sur trouver un travail qui allait payer mon loyer de mort. Et malgré tout, sur ce chemin-là de la réflexion, j'avais aussi, un petit signe de la vie ou pas, j'ai passé le confinement dans une maison qui n'était pas la mienne. J'ai débarqué là-bas et sur la bibliothèque, bien en évidence, un livre qui s'appelait Mais qu'est-ce que le coaching? Et là, je me suis dit, ah bah, alors quand même, petite lecture de confinement. Donc, ça a continué à arroser la petite graine. Et puis après, du coup, quand le confinement a été terminé, il a fallu retrouver du travail et je suis retournée au Parlement.
un peu méfiante. Et bon, j'ai de nouveau été déçue. Pas de la même manière et pas dans les mêmes circonstances, donc j'ai pu rester plus longtemps. Mais voilà, ça a fini quand même par me décevoir. Et du coup, bah, j'ai juste entrepris mon propre coaching, me faire accompagner moi l'année dernière. Et ça a fini de me mettre sur la voie de ce que je voulais faire et comment. Et du coup, bah, là, j'ai quitté mon travail début mars et je lance mon entreprise. Et voilà, c'est un projet que du coup, j'ai préparé et mûri pendant toute cette année. Ouais. Eh ben, merci pour ça, parce qu'il y a plein de choses intéressantes sur lesquelles on va pouvoir rebondir. Peut-être la première, c'est, admettons, si on rembobine un petit peu, quand tu es justement dans un milieu professionnel qui te convient plus trop, où tu te poses des questions, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, bah voilà, qu'est-ce que tu ressentais, tu vois, qu'est-ce que tu avais en tête, et un petit peu comment est-ce que tu as réussi potentiellement à faire face aux peurs qui commençaient à arriver, à l'idée de partir, etc. Alors, je pense que la fois où vraiment je me suis retrouvée dans cette situation, c'est quand j'étais en agence de com, où là, vraiment, je sentais que ça ne fonctionnait pas et que surtout, ça allait contre moi, contre ma santé, contre mes émotions. On faisait des horaires de fou, il n'y avait pas de reconnaissance, il y avait un management super bizarre. L'ensemble faisait que ça fonctionnait pas. Et je pense que j'ai été un peu perdue, un peu déstabilisée en me disant: «Bon, merde, je pensais que ça allait être trop bien, je suis avec des gens trop bien». En fait, je crois qu'il y a eu beaucoup de ça, de la dualité, en fait, entre le fait que le taf était pas inintéressant, mais pas complètement passionnant, Mm. que c'était ultra intense en termes d'horaire, en termes de charge de travail et du coup en termes de management parce que c'était pas géré. Mais les gens avec qui je bossais étaient complètement géniaux. Donc il y avait un peu un côté, j'ai pas envie de partir vraiment parce que je voudrais pas les laisser dans la merde, parce qu'on sait toujours qu'un départ, ça met toujours un peu une phase compliquée pour les collègues. Donc il y a une phase de je vais rester là parce qu'en fait, je les aime trop et que j'ai pas envie de les abandonner dans cette galère. Et en même temps, une phase de ouais, non, en fait, moi, il faut que je me sauve moi parce que là, ça me plaît pas, ça me va pas et je pourrais pas rester là-dedans. Du coup, je sais pas, il y avait un espèce de tiraillement. Après, j'ai été un peu portée par la vague de démissions au sein de l'agence aussi. Je crois qu'au moment où je suis partie, je devais être la 7 ou 8e en l'espace de quelques mois. Donc, ça a juste fini de me décider. Je pense que j'étais très, très portée par l'idée que mon bien-être devait passer avant toute chose et que, en l'occurrence, cette agence, ce milieu, malgré les gens géniaux avec qui j'étais, ça pouvait pas, ça pouvait pas répondre à mes questions, à mes attentes, à mes besoins et que j'étais bien trop au bout physiquement pour que ce soit quelque chose de positif. Mm. Ouais, parce que du coup, il y avait de la fatigue, tu sentais physiquement que tu donnais beaucoup en recevant moins, on va dire. Bah, en recevant pas, je dirais même, parce qu'en fait, vraiment, c'est le genre de milieu où il n'y a pas de reconnaissance professionnelle. Les boss sont pas, ils vont t'offrir un paquet de bonbons comme si ça pouvait remercier d'avoir fait 8h, 22h toute la semaine. Il n'y a pas de juste valeur, donc c'est un petit peu difficile. Et en plus, oui, je pense que j'ai rarement été aussi malade physiquement, alors que je suis vraiment pas d'une nature très. Mais tous les rhumes qui passaient, c'était pour moi. Tous les virus qui sont passés, c'était pour moi. On était juste physiquement à bout et c'était quelque chose que, en fait, je pense que je l'ai beaucoup vu chez mes collègues. Et en fait, de les voir, ça me faisait vraiment miroir de ma situation. Et je me disais, oh, je veux surtout pas être comme ça. Et en fait, après, je me disais, mais tu es comme ça là tout de suite. Ah oui, non, je ne veux pas. Ouais. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Moi, c'est vrai que dans les mois avant de vraiment poser ma démission aussi, il y avait des facteurs vraiment physiques, hein. C'est vrai que la Ouais. fatigue, en général, ça ne trompe pas. Je me souviens, moi, dans les derniers mois, c'était le matin, je me levais, j'ai l'impression d'être aussi fatiguée que le soir en me couchant, en fait. Et c'est vrai, Ouais. ouais, je comprends, ouais. Mais c'est marrant parce que c'est un truc qui reviendrait même dans le job que j'ai eu là au Parlement, en fait. À l'inverse, j'étais absolument pas en burn-out.
physique dans le sens où j'étais pas surmenée. Mais du coup, à l'inverse, j'étais complètement sous-menée, à l'ennui total. Mmh. Et en fait, j'ai expérimenté cette fatigue de ne rien faire et j'étais fatiguée comme j'ai rarement été fatiguée alors que je ne faisais juste rien. J'avais l'impression d'être dans une longueur permanente comme ça, c'était hyper dur à gérer physiquement aussi, en fait. Du coup, c'est un peu étrange, mais les 2 situations ont amené ces critères un peu physiques, ouais. Ouais. Est-ce que tu avais l'impression d'être dans ce qu'on va appeler aujourd'hui les bore-out? Oui. Ouais. Alors ça, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, sur, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que c'est aussi peut-être pour que des gens puissent, bah, se reconnaître peut-être dans ton témoignage? Bah, grosso modo, je dirais que c'était vraiment l'ensemble de mes missions étaient, pas assez fournies. J'avais vraiment pas de quoi m'occuper toute une journée. De 2, pas forcément épanouissant intellectuellement. C'est-à-dire que je faisais des trucs qui étaient pas, à la mesure des compétences que j'ai développées, à la mesure des capacités de ce que je pouvais faire et donc j'ai eu l'impression d'être «sous-exploitée» entre guillemets, et du coup d'avoir un le cerveau qui mouline. Il y a eu vraiment toute une phase où je me suis sentie bête. J'avais l'impression d'avoir perdu tout intellect tout intellect, d'avoir vraiment, je sais pas, d'avoir le cerveau en pause parce que, je travaillais 2 heures par jour le matin et puis après, j'avais plus rien à faire, grosso modo et donc dans ces cas-là, je pense que j'ai jamais passé autant d'heures sur mon téléphone à scroller Instagram en attendant que les heures passent et heu et ça cultive aussi beaucoup de choses parce que qui sont pas très positives, de parler avec ses collègues, mais c'est pas toujours bénéfique parce que souvent c'est pour critiquer le tel et l'autre ou alors en fait, on entretient un mood très désagréable et donc en fait, tu t'ennuies et tu t'ennuies de t'ennuyer et en fait, j'étais vraiment tombée dans cet état de je me sentais léthargique. Mmh. Ouais. Et donc du coup, c'est de cette expérience-là aussi qu'est né le coaching, où tu nous en as parlé un petit peu, avant? Alors le le coaching directement en fait, moi, je me suis fait coacher, pour complètement autre chose. Ça avait rien à voir, et en fait, un coaching, on y va pour un truc et en fait, on repart avec beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on voulait récupérer au départ. Donc, j'ai eu ce que je voulais, mais pas que. Et parmi les bénéfices que j'ai pu trouver là-dedans, c'est aussi d'avoir pu mettre un mot vraiment sur ce que j'avais envie de faire au quotidien. De faire, un métier qui me parle, qui me mette vraiment dans mes valeurs, qui me permette d'exploiter tout ce que j'ai envie d'offrir au monde et pas juste de rester derrière un bureau à scroller Instagram pendant des heures. Et ouais, non, c'est sûr, ouais. Et beh, justement, ça, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que c'est pour toi, tu vois, un travail épanouissant? Et puis, tu vois, quelle sensation ça te fait dans le corps quand tu sens que là, tu vas vers quelque chose qui t'anime, en fait, et qui vraiment te plaît et te correspond? C'est marrant, je réutiliserai cette expression des papillons dans le ventre parce que je trouve qu'il y a vraiment ça dans le fait de vibrer, de faire quelque chose, ça fait vraiment quelque chose dans le ventre, de se dire: «Ouh là là, ce que je suis en train de faire, c'est super bien». Mmh. Ça va aussi beaucoup avec l'énergie qu'on a le matin. Heu, je me lève pas du tout dans le même état d'esprit que quand, je devais me lever pour me dire que j'allais me faire chier toute la journée et que c'était pas cool et que machin. Ouais, il y a cette forme d'énergie qui est différente. Hem et puis cette forme enfin, il y a aussi toute la satisfaction d'une fin de journée. Je regarde ma journée et je me dis pas: «Ah, j'ai rien fait de ma journée, tu es bonne à rien, tu as rien fait, c'est nul, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça». Non, là, je me dis: «Waouh, j'ai fait ça, c'était trop cool. Ouais, j'ai pas fini toute ma to do list, mais c'est pas grave parce que demain, j'ai encore plein de temps et je vais refaire ce que j'aime bien, donc en fait, je suis contente de le faire». En fait, on regarde pas du tout les choses de la même manière Mmh. parce que du temps où je m'ennuyais au travail, j'avais des to do list avec plein de trucs que j'aurais aimé faire, mais j'étais tellement engluée dans mon truc, dans ma léthargie que j'arrivais même pas à faire les trucs que j'avais envie de faire et donc forcément, tu vas avec beaucoup de culpabilité. Alors que maintenant, je peux me dire que j'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu faire dans une journée, mais je peux aussi me dire: «Ah, c'est pas grave, tout Mmh. va bien. J'ai fait ce que j'avais envie, ça m'a plu, c'était l'éclate et demain ce sera encore et je ferai la suite de ce que j'avais commencé». Ouais.
Et c'est génial et hyper intéressant parce qu'on sent qu'il y a vraiment, en fait, un petit peu deux salles, deux ambiances et qu'il y a vraiment, genre, l'avant, quand tu étais au Parlement, où tu étais voilà, dans l'ennui et où maintenant, c'est presque un nouveau mode de vie. Enfin, moi, ça me fait un peu cet effet. Et justement, j'avais envie de te poser comme question, bien, comment tu as fait pour passer de l'un à l'autre et toujours tourner un petit peu, tu vois, dans effectivement quelqu'un qui se reconnaîtrait dans ton témoignage. Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner ou en tout cas des choses qui, toi, t'ont aidé à sortir en fait de ce job qui te passionnait plus et où tu t'ennuyais, où tu n'avais plus rien à faire, jusqu'à partir après sur du coaching? Je dirais que le premier élément, ça a été de me faire coacher, vraiment, parce que ça m'a permis de comprendre. En fait, j'y allais vraiment pour des idées pour comprendre mes émotions, pour comprendre ce qui se passait, pourquoi est-ce que je me sentais pas forcément bien, et cetera. Et et mettre le doigt sur le fait que toutes ces émotions négatives que j'avais dans une journée, à 90 c'était mon travail. Parce que jusque-là, j'osais pas me le dire ou je voulais pas me le dire ou je voulais pas le comprendre. Mais là, de mettre le doigt dessus, je me suis dit: «OK, en fait, il y a quelque chose qui va vraiment pas et c'est toujours pas ce que je veux dans ma vie professionnelle». Je voulais pas être en burn-out, mais je veux pas être en bore-out non plus. Je veux quelque chose qui ait du sens et qui me fasse plaisir. Donc à partir de là, il y a déjà l'idée de se dire: «OK, il faut passer à autre chose». Ça m'a beaucoup aidé à passer ce cap-là. Après, j'ai eu la tendance première de me dire: «OK, bah, du coup, mes clics, mes claques et on s'en va tout de suite». Et là, bon, je dois reconnaître que c'est mon conjoint qui m'a dit: «Calme-toi, peut-être que tu peux réfléchir un peu plus, prendre le temps, profiter justement d'avoir un travail dans lequel tu as du temps pour faire d'autres choses, enfin, réfléchis et fais peut-être un plan et tu te dis ce que tu veux faire après» et cetera. J'ai suivi le conseil et ça m'a aidée. Ça m'a aidée de me poser et de prendre le temps de me questionner sur: «OK, qu'est-ce que tu veux faire maintenant?» Mmh. Alors après, en parallèle, il y a toujours le coaching et ma coach, elle m'a beaucoup aidée là-dessus aussi, de poser mon projet, d'imaginer ce que serait ma vie idéale, d'imaginer ce que serait une journée type qui me ferait juste trop kiffer et d'imaginer tout ça. Ça m'a vraiment permis de mettre des mots sur ce que j'avais envie de faire. Partant de là, la petite graine qui avait été plantée l'année d'avant, bah, elle a germé et je me suis dit: «Ouais, en fait, j'ai vraiment besoin de retravailler avec des gens. J'ai besoin de travailler pour l'humain, de me mettre au service des autres et en plus de transmettre quelque chose qui fait partie de moi» et du coup, bah, cette idée d'aider d'autres femmes à justement pouvoir franchir ce cap et se tourner vers l'épanouissement professionnel, bah, ça a fait sens tout de suite, en fait. Je me suis dit: «Mais oui, c'est complètement ça que je veux faire». Je voudrais que tous mes collègues, toutes mes collègues que j'ai vues, toutes mes potes que je vois maintenant, qui sont pas bien dans leur taf, mais j'aimerais tellement leur offrir cette capacité de voir qu'en fait c'est possible de faire autre chose et de voir que c'est trop bien. Mmh. Et partant de là, j'étais super motivée, c'était parti. Donc j'ai fait des plans. Hem, la première chose que j'ai faite, c'est de demander au travail à, passer à mi-temps. Donc sur mon temps de sur mon travail, sur mon CDI, je suis basculée à mi-temps pour avoir le temps de suivre une formation à côté. Donc comme ça, j'ai pu faire une formation de certification pour devenir coach et donc faire les 2 en même temps et dans le même temps, mais c'était un peu la cerise sur le gâteau et plus, côté bien-être pour moi, j'ai déménagé, j'ai quitté Paris et j'ai été m'installer, plus dans la campagne et ça a aussi participé donc à tout ça Ouais. et de prendre un peu de distance avec tout cet univers qui me parlait plus et du coup, bah, voilà, de trouver une place, qui me semblait plus juste. Alors les mois m'ont paru un peu longs entre, disons que j'ai commencé mon mi-temps et ma formation début septembre. Donc début septembre jusqu'à mars, ça m'a paru un peu long. C'était intense parce que, bah, il fallait faire, un travail plus une formation et en l'occurrence, du coup, je travaillais à 3 heures de train de chez moi, donc il fallait que je fasse des allers-retours. Donc l'ensemble, elle a été un peu sport, mais je regrette pas du tout parce que, du coup, j'ai quand même pris le temps. Je me suis assuré un peu mes arrières. J'ai voilà, j'ai suivi ma formation sans me dire: «Oh là là, si j'ai plus de Pôle emploi demain, oh là là, si j'ai pas» voilà, j'avais assuré ma sécurité financière aussi pour pas que ce soit un stress. Ça m'a permis du coup d'avancer paisiblement dans ma formation et d'arriver au bout,
et de l'avoir sans, voilà, sans problème. Et du coup, bah, début mars, de pouvoir me dire: «OK, c'est bon, Ouais. maintenant c'est parti». Ouais, c'est super intéressant ton récit parce que c'est vrai que c'est un bel exemple de comment ça a été préparé, en fait et que c'est vrai que si plutôt que de prendre une décision parfois hâtive, des fois ça vaut le coup effectivement, ben, grâce à un conjoint, un coach, enfin ou peu importe qui, de se dire: «Ah non, je prends peut-être le temps d'y aller étape par étape pour construire en fait mon projet» et donc même si ça a pu te paraître long, c'est aussi chouette de Ouais, préparer. je regrette pas du tout. Ouais. Mmh. Parce que la première fois, je suis partie comme ça, j'avais rien après, je savais pas où j'allais, je savais pas ce que je faisais et malgré tout, bah, ça aurait peut-être été une période normale, ça aurait été différent, mais là, de fait, c'est tombé en plein covid, bah, ça tombait mal, mais ça m'a précipité de retourner dans un truc que j'aimais pas, en fait. Et oui. Parce que j'avais pas préparé mon truc, parce que bon, après, j'avais peut-être plus une situation d'urgence à sortir de mon travail à ce moment-là, mais mais c'est vrai qu'à choisir, prendre le temps de m'organiser, de préparer le truc et de me donner le temps, c'était bien. Ouais. À l'instant, tu as parlé aussi de la peur un petit peu financière et du fait que, voilà, tu parlais du pôle emploi et c'est vrai que comme tu étais restée à mi-temps, bah, tu avais quand même un salaire qui était versé, même si c'était pas à 100. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de comment est-ce que tu as vécu ou slash tu vis, ta peur du manque financier? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui te fait peur ou pas? Et si oui, bah, voilà, comment ça se passe pour toi? Parce que c'est vrai que l'idée de ces interviews, c'est aussi de parler de la partie plus douloureuse parfois des Mmh. reconversions, on va dire, et de toutes ces peurs. Et c'est vrai que l'argent en fait partie. Hem, Bah, je pense que je dois faire partie des rares personnes qui en ont pas très peur ou pas trop cette peur. Hem, je peux pas dire que ça me trotte pas dans la tête, mais c'est pas quelque chose qui m'arrête ou qui me bloque sur place. Après j'ai jamais été en situation de nécessité non plus. Je l'ai pas expérimenté réellement la phase de manque et je pense que de fait la peur, j'ai dû l'avoir quand même un peu quand, il y a 2 ans j'ai démissionné et que finalement j'ai repris un travail que j'étais sûre que j'allais pas aimer. Mmh. Mais parce qu'il fallait quand même payer un loyer. Là, maintenant, à l'instant T, je pense que la peur, elle était plus nourrie par mon conjoint que par moi. Hem, c'est quelque chose qu'il me redirait souvent, il faut que tu puisses t'assumer financièrement quand même, fais attention, c'est important, enfin, donc il y a quelque chose qui vient plus de mon entourage que de moi-même. Parce qu'il y a une forme chez moi de certitude que ça va marcher, que ça va forcément fonctionner parce que ce que je fais, c'est top et que ce que je fais, c'est aligné avec ce que je suis, donc ça va forcément marcher. Mais pour l'entourage, c'est pas toujours aussi simple d'y croire, surtout au tout début. Donc je regrette pas de m'être assurée d'avoir travaillé aussi plus longtemps pour avoir accès à Pôle emploi plus longtemps, parce que mine de rien, c'est aussi l'avantage d'avoir fait cette phase-là et d'avoir fait une rupture conventionnelle et pas une démission. Hem, Parce que ça me donne le temps de construire quelque chose de viable et de pas être dans l'urgence financière. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi. J'ai souvent travaillé à faire en sorte de pas être dans l'urgence financière. Peut-être que c'est, la première fois, je me suis dit: «OK, je vais démissionner, je vais tout plaquer». En plus, tout le monde m'a dit: «De toute manière, ils donnent jamais de rupture conventionnelle, ils en ont jamais donné». Après, je me suis dit: «Ouh là là, si je démissionne, ça veut dire que demain, j'ai rien. OK, c'est pas stratégique. Bah, tant pis, je vais demander ma rupture conventionnelle. Au pire, ils diront non, on verra bien». Et finalement, je l'ai eu et je pense que c'est peut-être ma manière de pas avoir peur, parce qu'en fait, je fais en sorte qu'il y ait pas de quoi avoir peur. Mmh. C'est intéressant et c'est vrai que oui, il y a le côté, le regard de la famille aussi et des peurs, véhiculées, bah, des autres, sur toi-même. C'est vrai que ouais. Tant qu'on est à parler des peurs, est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, qui t'ont fait peur ou qui t'ont un petit peu, freiné à certains moments ou même peut-être qui continuent à le faire? Je pense qu'il y a juste après, c'est plus spécifique au fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense, mais le fait de devoir être seul, d'assumer seul tout un travail, toute une entreprise, même si c'est une auto-entreprise et que c'est pas forcément quelque chose qui demande énormément, c'est quand même,
C'est plus de se retrouver dans cette situation de solitude Ouais. qui pourrait faire peur. Alors, il y a des jours où pas du tout, et puis il y a des jours où je me dis: «Oh là là, je dois tout faire toute seule maintenant. C'est pas aussi facile qu'avant». C'est bien d'avoir une équipe. Je Mmh. pense qu'il y a peut-être ça, le fait de en fait, je crois que j'avais pas du tout imaginé que je serais entrepreneur un jour. J'avais même toujours dit que je le serais jamais, et quand je me suis lancée dans l'aventure du coaching, j'ai pas du tout réfléchi à ça, et puis un jour, je me suis dit: «Mais attends, si je suis coach demain, ça veut dire que je vais devoir être, auto-entrepreneur, en fait. Ah ouais, tiens, j'avais pas pensé à cette histoire-là. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire?» C'est là où j'ai fait une formation pour être accompagnée sur comment créer mon entreprise, parce que je me suis rendu compte que, bah, je j'avais pas du tout imaginé cette part-là du travail, en fait. Ouais. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que si, on s'est rencontrés avec Agathe, c'est parce qu'on a fait la même formation de justement, ce qui s'appelle la Micropreneur Academy et qu'on vous recommande, je pense. OK. C'est vrai que parce qu'il y a effectivement, je trouve, se faire accompagner d'un point de vue peut-être psycho-émotionnel sur les croyances et sur donc plutôt du coaching, mais il y a aussi tout l'aspect se faire accompagner effectivement quand on veut devenir entrepreneur d'un point de vue plus, je dirais pratico-pratique sur les offres, la communication, la façon de s'organiser, la cible, etc. Et ça, du coup, c'est intéressant parce que c'est vrai que du coup, il y a des personnes qui nous écouteront sans doute qui ont envie de démissionner ou d'obtenir une rupture conventionnelle pour après devenir auto-entrepreneur. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu nous partager comment tu te sens par rapport à ça? Et puis, voilà, est-ce que tu as des anecdotes à ce sujet, des choses que tu aimerais partager sur l'idée de monter sa boîte? Bah, comme je te disais, j'avais jamais imaginé faire ça, et je m'étais pas du tout rendu compte qu'il allait falloir que je le fasse. Donc ça a été un peu la la petite surprise en cours de route. Je me suis dit: «Ouh là là, d'un coup, je vais devenir, chef d'entreprise». Ça, j'ai eu beaucoup de mal à le verbaliser. Hem, pour moi, j'étais coach et puis c'est tout, et après je me suis dit: «Ouais, mais en fait, c'est pas que ça, il y a autre chose derrière», et du coup, bah, je pense que pour mener vraiment un projet comme ça, c'est important de passer par cette étape d'accepter qu'on devient chef d'entreprise. Même si on n'est que chef de nous-mêmes, Mmh. bah, au regard de la loi ou de tout ce qu'on veut, bah, on est quand même, chef d'une entreprise. Et du coup, il y a un gros travail sur cette partie-là de mindset, comme on dit, et je dirais même que c'est un peu un travail du quotidien. Ça, c'est quelque chose que je cherche, je pense que je me ferai accompagner encore là-dessus parce que c'est pas forcément évident. Après, bah, oui, il y a toute cette partie pratico-pratique, comme tu dis, qui était, un peu, bah, si on peut le faire tout seul parce que concrètement la micro-entreprise, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même hyper intéressant d'être accompagné. Je regrette pas du tout. Alors c'est vrai que la formation qu'on a choisie, avec Maëlan était quand même hyper complète. C'est hyper intéressant de découvrir l'intégralité de comment ça fonctionne et de comment monter un vrai projet, un truc qui soit viable. Je pense que si j'avais pas fait ça, je me serais un peu, bah, j'aurais OK, cliqué tous mes trucs sur l'Urssaf, j'aurais eu mon auto-entreprise et puis je me serais retrouvée là en mode: «Bon, OK, et maintenant j'en vis comment?» Je ne sais pas. J'avais fait une micro-entreprise après mes études, je sais pas lesquels, peut-être les 6 premiers mois après mes études, pour m'occuper en attendant de trouver un taf, et j'avais eu juste un grand coup de bol parce que j'ai ouvert mon auto-entreprise et le lendemain, un ancien patron de stage m'a rappelé en disant: «Oh, on cherche des freelances, est-ce que ça t'intéresse?» Ah bah, oui, je viens juste de le faire, donc ça m'intéresse vraiment. Mais du coup, ça avait été super facile. J'avais rien eu à faire. Je les avais eu eux pendant 6 mois, j'avais fait mes tarifs, un peu en cherchant mes potes ce qu'ils faisaient et puis c'est tout, et j'ai travaillé 6 mois pour eux et puis c'est tout. Enfin, j'ai jamais cherché, jamais prospecté, jamais besoin de rien. Du coup, je me disais: «Bah, maintenant là, comme ça, je sais pas trop ce que je vais pouvoir en faire». Donc bah, être accompagné, ça fait partie des choses qui me paraissent essentielles quand on veut se lancer. Hem, d'abord sur comment monter une entreprise, mais ensuite, vraiment sur le côté comment soi-même devenir chef d'entreprise. Je trouve que c'est important de travailler là-dessus pour être plus sûr de soi et plus à l'aise
dans la mise en place aussi. Mmh. Ouais, c'est sûr. Et donc là, donc du coup, tu as démissionné, tu as été lancée. Où est-ce que tu en es un petit peu justement sur l'avancée de ton entreprise? Et puis donc du coup, on comprend que tu fais du coaching. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité? Est-ce que tu as déjà des offres, des accompagnements et que tu proposes? Et ben, c'est tout nouveau. Du coup, j'ai sorti ma première offre la semaine dernière, donc là, c'est tout récent. L'idée, c'est que du coup, j'accompagne les femmes qui veulent remettre de l'épanouissement dans leur vie professionnelle. Je suis très axée sur cette idée de vocation dans le sens, une activité qui, à un instant T, te fait vibrer de fou et répond à toutes tes valeurs et te permet de vivre mieux ton quotidien. Hem, Très axée aussi sur le fait que la vocation n'est pas forcément que professionnelle, qu'il y a des gens qui sont très bien dans leur vie professionnelle, mais qui ont besoin d'autres choses à côté, qui sont un projet personnel, mais qui leur permettent de répondre plus à leurs valeurs encore. Et là, maintenant, du coup, je propose un accompagnement qui est à la fois en individuel et en groupe parce que, j'ai expérimenté les 2 et je trouve qu'en fait, l'alliance des 2 est assez forte. Hem Et du coup, toute l'idée, c'est d'aller, alors du coup, j'ai appelé ça le club des spéléologues de l'âme. L'idée, c'est d'aller creuser au fond de soi pour récupérer, toutes les réponses à nos questions, à nos on a déjà tout au fond de nous, mais on ne le sait pas forcément. Donc l'idée, c'est de guider cette réflexion, d'aller chercher ce qu'on a besoin chez nous et juste de le ramener à la surface et de se servir de ce qu'on est, de nos forces, de ce qu'on a envie, de ce qui nous anime, pour construire un futur qui fait du sens pour nous. Hyper intéressant. Et je trouve que le mot effectivement spéléologue est très bien trouvé. C'est super original. Ouais, ça faisait vachement sens pour moi, je sais pas, ça m'a parlé quand j'ai commencé mon coaching, en fait, et après tout le long de mon process, je me suis dit: «Mais j'ai vraiment l'impression d'aller creuser au fond, d'aller chercher avec ma lampe, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi?» Et du coup, Ouais. ça faisait vachement sens de réutiliser cette expression-là. Ouais. Bon, bah super. Euh, et donc, du coup, pour toi personnellement, comment est-ce que là tu vis les choses de cette nouvelle vie et un petit peu quels sont tes challenges intérieurs, extérieurs, etc. Je dirais que le plus gros challenge, il est sûrement intérieur, c'est, de justement d'être en capacité de gérer les moments où on se dit: «Ah, comment je vais faire?» Je suis passée par une grosse phase comme ça. Je pense qu'il y a eu un moment où je suis un peu partie en mode, «J'ai envie de tout faire, ça va être trop génial, c'est trop, trop bien», et un moment de: «Ouh là là, est-ce que j'ai vraiment été raisonnable? Je suis en train de voir super grand, comment je vais faire tout ça?» Et ouais, il y a une espèce de, comme c'est toi qui fixes tes règles, c'est pas forcément évident. Je m'étais fixé qu'il fallait que début mai, je commence à travailler et du coup, j'essayais de faire rentrer à tout prix dans un seul mois beaucoup trop de choses par rapport à ce que j'étais capable de faire, et donc il y a toute une je pense qu'il y a des jours où je me dis: «Oh là là, comment je vais faire? Comment je vais faire?» Et après, je me dis: «Attends, tu l'expliques à tes coachés, donc maintenant explique-le à toi-même. Décortique ce que tu veux faire, vois les choses petit bout par petit bout, petit objectif par petit objectif, et rappelle-toi que tous les jours tu fais un pas et que, tu rentres au mieux dans tes cases et voilà, il y a pas de c'est moi qui définis mes cases, en fait. Mm. Là aussi, je me suis rappelé un jour qu'en fait, personne m'oblige à commencer, au 1er mai, à part moi-même, personne, et en fait, il y a tout ce travail d'accepter que, du coup, c'est nous qui déposons nos limites, Mm. notre manière de fonctionner. Et en fait, ouais, je pense qu'il y a un gros travail sur moi-même là-dessus. Après, sur l'extérieur, pas tant que ça parce que, mon entourage pour l'instant, c'est un peu wait and see. Voyons ce que ça donnera. Mais il y a pas trop d'interactions négatives, donc c'est plutôt chouette. Hem, Après le gros challenge, c'est d'avoir des coachés pour ma première offre. Ça c'est ma première étape, heu et après, on verra ce que réserve la suite, mais j'ai encore beaucoup d'idées, donc je pense qu'il y aura matière à faire. Ouais.
Oui, et puis c'est un des avantages de l'entrepreneuriat, c'est que tu peux tester, tu peux faire une première chose et puis finalement remodeler après. Donc c'est vrai que tu as cette liberté aussi de voir. Voilà. C'est vrai que tu as parlé un petit peu de l'entourage qui est un petit peu wait and see. Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de ton conjoint aussi qui t'avait, où finalement il a peut-être plus de peur que toi. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est facile à gérer cet entourage ou est-ce que c'est aussi un challenge pour toi, tu vois? Je pense que c'est un challenge aussi parce que, c'est pas toujours facile et en fait, je sens qu'il y a, différentes manières de voir les choses et oui, j'en ai pas mal parlé sur mon Instagram, mais ces derniers temps, j'ai lu le livre des accords Toltec qui m'a fait sens pour beaucoup, beaucoup de choses et il y a notamment un accord sur le fait de pas faire une affaire personnelle de ce que disent et pensent les autres. Et en fait, c'est un truc qui est là en lame de fond derrière dans ma tête et quand je me prends des réflexions qui viennent de mon entourage, je me rappelle que ce sont leurs peurs à eux et pas les miennes qui s'expriment et que c'est à moi de choisir de pas les intérioriser, en fait. Mmh. Alors, c'est pas toujours facile, ça vient pas toujours, du premier coup, hein. Il y a des fois où je vais passer une soirée à me dire: «Oh là là, il a dit ça, mais peut-être que du coup il a raison, peut-être qu'en fait j'aurais pas dû ou pas comme ça ou pas comme ci». Et après je me dis: «Non, rappelle-toi, toi tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Pourquoi est-ce que tu laisses les autres te donner des peurs, en fait?» Je trouve que la part la plus difficile, c'est de faire le tri entre ce qui pourrait être un conseil avisé, parce que notre entourage, il est aussi là pour ça, pour nous donner des conseils, pour nous faire réfléchir sur des choses, et ce qui est de la transmission d'une peur. Ce Ouais. qui est le moment où l'autre, en voulant bien faire, parce que généralement, si c'est notre entourage, ça part jamais d'une mauvaise intention, mais nous transmet un truc qu'on n'est pas en mesure de gérer parce que c'est pas notre histoire à nous, en fait. Du coup, c'est peut-être là où le curseur est le plus difficile à mettre. Et pour ça, je crois que le seul remède que moi j'ai trouvé, c'est de prendre de la distance, de prendre le temps, de voir comment ça décante et de me dire: «OK, bah, en fait, ça, peut-être que c'était pas si inintéressant. Si sur le coup, ça m'a pas plu parce que j'avais l'impression que c'était un peu, je sais pas, un regard, négatif sur ce que je faisais, mais en fait, peut-être que ça peut faire réfléchir sur telle ou telle partie de ce que j'ai fait qui était peut-être à relativiser». Faire le tri, en fait. Alors moi, je passe beaucoup par l'écrit, mais ça dépend des gens. J'avoue qu'avoir un petit carnet où je note tout ça, c'est quand même Mmh. d'une grande aide. Et ouais, non, c'est sûr. Oui, il faut que ça s'extériorise à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, ouais. J'ai peut-être une question alors qui a pas à voir avec ça. C'est tout à l'heure, tu nous as parlé donc de rupture conventionnelle et c'est vrai que pour beaucoup de gens, en fait, c'est un petit peu, comme le Graal, voilà, ça peut être difficile, ça peut faire peur de demander ça. Est-ce que toi, tu as un retour d'expérience, un conseil à partager, sur le fait des personnes qui voudraient demander, ce type de fin de contrat? Bah, je pense que ma première expérience me dit, faut pas écouter ses collègues parce que moi, vraiment, tout le monde m'avait dit, «Ça se fait pas chez nous, on donne pas de rupture conventionnelle. D'ailleurs, personne n'a jamais osé la demander. On peut pas, ils nous la donneront pas». Déjà, en général, quand on creuse, on se rend compte qu'en fait, de fait, personne n'a jamais demandé. Donc du coup, bah, personne n'a pu l'avoir, premier critère. Donc vraiment le fait de pas écouter ses collègues et de faire ce qui est bon pour soi en premier. Er Ne pas avoir peur, parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, de quoi est-ce qu'on a enfin se demander vraiment de quoi on a peur. Qu'est-ce que j'ai à perdre? 1. Est-ce que c'est vraiment au service de ce que je veux? Pourquoi est-ce que je veux une rupture conventionnelle? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je sais que sur la première, j'avais pas fait tout ce travail-là ou pas forcément beaucoup. J'ai juste expliqué très honnêtement que j'étais pas bien là où j'étais, que donc j'étais pas un bon élément pour eux et que de fait, j'avais pas trouvé d'autres jobs et que, bah, je pensais qu'il était pas non plus aberrant qu'ils me laissent avoir le chômage un peu en reward de ce que j'avais fait pendant ces longs mois chez eux Mmh. et finalement, ils ont relativisé sur le fait qu'un élément qui est pas motivé et qui a pas envie, bah, en effet, c'est pas forcément moteur pour eux.
Maintenant, la deuxième fois, je l'ai travaillé très différemment parce que j'ai vraiment beaucoup plus préparé ma demande. Hem, j'ai beaucoup plus réfléchi à pourquoi est-ce que je voulais une rupture conventionnelle et en fait, c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide aussi. Je savais que c'était dans un plan très précis, que ça se découlait de plein de choses et que donc c'était l'aboutissement de donc je pense qu'il y a une grosse part de pas avoir peur de parler de son projet parce qu'en fait, bah, nos supérieurs hiérarchiques qui sont en position de décider pour nous, bah, c'est des humains. C'est des humains avec des émotions, avec, des capacités d'entendement qu'on minimise souvent. On s'imagine toujours qu'un supérieur, il peut pas comprendre, il peut pas être, il est là pour nous casser forcément, alors que pas du tout et souvent quand on partage son parcours, quand on partage ce qu'on veut faire et pourquoi on veut obtenir cette rupture, bah, en fait, on fait beaucoup plus mouche parce qu'en fait, ils comprennent, ils entendent. C'est normal que les gens évoluent et aient envie de changer et envie de passer par des étapes et du coup, bah, voilà. Bah, en tout cas, dans mon expérience à moi, ça a marché, 2 fois. Je dirais que c'était pas vain. C'est top, merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que ça va aider ou en tout cas peut-être donner un coup de boost à certains justement qui voudraient peut-être le demander. On arrive à la fin de cet échange quasiment. Moi, j'ai juste une dernière question. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil, un partage, peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas forcément encore abordé qui te paraîtrait important à dire à des personnes voilà, qui sont encore salariées, un petit peu en quête de sens, qui se posent beaucoup de questions, qui aimeraient bouger, changer professionnellement, mais qui n'osent pas encore le faire? Je pense qu'il y a 2 choses que je dirais. La première, c'est franchement, tout est possible. On se cache tous derrière beaucoup de choses. J'ai pas le temps, j'ai pas le choix, j c'est pas possible pour moi, pour toi oui, pour moi non. En fait, c'est pas vrai. À partir du moment où tu te caches derrière ces trucs-là, c'est que tu as juste beaucoup de peur. Mais si tu les décortiques, derrière, tu découvriras qu'il y a vraiment un champ des possibles qui est fou et que, bah, ça vaut trop le coup d'essayer d'aller voir derrière parce qu'on est tellement plus épanoui derrière ces peurs-là que juste caché. Et avec ça, du coup, bah, ça a été un peu ma révélation à moi, mais vraiment se faire accompagner. Se faire accompagner, c'est un truc de fou. Le coaching, ça permet vraiment de mettre des distances avec toutes ces peurs, de les comprendre, d'apprendre à leur parler, à les accueillir et à se dire: «OK, elles sont là, mais moi, je décide d'aller plus loin, en fait». Et je pense que tout seul, c'est pas forcément évident de le faire. Moi, j'avais pas réussi en tout cas et ça m'a vraiment donné un coup de pouce énorme de me faire accompagner et surtout, un accompagnement sur un sujet, ça apporte tellement plus ailleurs, partout, qu'en fait, ça vaut dans tous les cas, ça vaut le coup. Ouais, je suis complètement d'accord. Parce que c'est vrai qu'en réalité, on travaille sur un état d'être et qui touche en fait plein de sphères différentes, même si le focus est donné sur la vie pro, c'est vrai que ça, ouais, je partage complètement ça. Bon, et ben écoute, merci beaucoup à toi, Agathe. Peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux Bah, du coup, j'ai monté ma boîte qui s'appelle Agathe Coach et du coup, bah, tout attaché, Agathe Coach sur Instagram et sur, internet, le site web. Donc il y a tout dessus. Super. Et ben merci Merci à toi. pour ce moment et puis bah, belle journée et à bientôt. À bientôt. Merci Marina.